On va démarrer le propos liminaire. Alors, le maréchal Pétain est une figure du XXe siècle. Il est partie prenante dans l'État français, mais ce qui est assez drôle, et vous le verrez avec moi, c'est qu'il est partie prenante des décisions de l'État français à partir du moment où il a décidé d'aller à la retraite. Donc le maréchal Pétain, en fait, va être important dans la France au moment où il va arrêter sa carrière de militaire. Il naît alors, j'ai des fiches à côté parce que je ne connais pas toutes les dates. Il naît à Cauchy-à-la-Tour le 24 avril 1856, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle. Il va donc connaître le retour notamment de la royauté et de l'Empire. Il est du Pas-de-Calais et il a fait l'école de guerre. L'école de guerre, c'est l'école des officiers de l'époque qui a une capacité à former les gens de guerre à l'offensive à outrance. En fait, l'école de guerre n'est pas comme ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une école d'officiers normale, c'est-à-dire qu'il forme les officiers à attaquer avant de parler. Et c'est important de le savoir parce que Henri-Philippe Pétain, parce que c'est son nom complet, alors on l'appelle Philippe Pétain, mais son premier prénom c'est Henri, il est formé là-dessus. Et il va faire toute sa carrière là-dessus. Il sort colonel en 1914 et il décide de prendre sa retraite. Mais la guerre de 14 arrive et à ce moment-là, l'État français va annuler en fait sa retraite et il va être considéré comme un officier en exercice et on considère qu'il va rentrer de plein pied dans le conflit à partir de 1917. En 1917, il est officier, il est colonel et on va considérer qu'il a mis en place la bataille de Verdun et qu'il l'a gagnée à côté de Georges Clémenceau. À partir de ce moment-là, on va considérer le maréchal Pétain comme le héros de la France. On dit même qu'il va être partie prenante pour calmer les mutineries en 1917. Vous savez que il y a un grand mouvement qui va se passer chez les soldats qui sont enterrés dans les tranchées et qui vont se révolter contre l'état-major en disant « ce n'est pas notre guerre ». On donne un rôle plus ou moins de diplomate à Philippe Pétain pour négocier avec la mutinerie et il va arriver à retourner les soldats pour qu'ils continuent à faire la guerre. On sait que la guerre va finir un an après. Il est très impliqué dans la guerre. Il va même remplacer Nivelle à partir de 1917. Et il est commandant en chef des forces d'armée françaises jusqu'à la fin de la guerre. Par contre, il n'a pas les mains libres. Car déjà à l'époque, on estime qu'il n'est pas toujours extrêmement fiable. Donc on va le mettre sous les ordres de Foch, Ferdinand Foch, qui est son ennemi juré. Et on nomme Foch généralissime des troupes alliées après la rupture du front le 28 mars 1918. Donc Pétain, il est chef des armées. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est que les militaires aiment Pétain. Et ça, tous les présidents du Conseil
vont en avoir conscience. Pourquoi je dis président du Conseil et non pas président de la République? Car à l'époque, après 1918, on est dans la 3e et 4e République et le président de la République française n'a qu'un rôle représentatif. Le vrai chef du gouvernement, c'est le Premier ministre qu'on nomme alors président du Conseil. Il n'est donc pas président de la République. Et il faudra le retenir parce que à partir de 40, on va avoir besoin de ce titre. Donc, au lendemain de la guerre, il est le héros français. Adulé pour les uns, aimé pour les autres, mais détesté par sa hiérarchie supérieure, donc le général Foch, qui considère qu'il pourrait faire une guerre dans la guerre. Par contre, on ne peut pas laisser un héros tomber après la guerre. Je vous rappelle qu'il voulait prendre sa retraite, mais on ne va pas lui donner sa retraite. Et à partir de 1918, il va rentrer ce qu'on appelle dans les ministères. En 1925, il commande personnellement les forces françaises aux côtés de l'Espagne dans la guerre du Rif. Alors, on ne rentrera pas dans ce qu'est la guerre du Rif, mais ce que je veux dire, c'est qu'il prend des décisions dans la France coloniale et il est suivi. Il va remplacer dans la guerre du Rif le malheureux maréchal Lyautey qui, comme on le sait, dans cette guerre-là, a perdu un petit peu pied. Et la notoriété du maréchal Pétain va augmenter jusqu'à 1929, où il est nommé académicien. Et oui, le maréchal Pétain est académicien de France. Il va donc occuper une fonction ministérielle, ministre de la guerre, de février à novembre 1934. Ensuite, il va venir l'épisode dramatique pour la politique de 1936, le Front populaire, et on sait que le Front populaire n'était pas forcément une bonne période pour la guerre et pour les relations internationales. On a eu beaucoup de problèmes donc en France, on les a réglés et Pétain, il n'intervient pas là-dedans. Pétain, c'est un homme de guerre. Pétain, c'est un diplomate. Pétain, c'est quelqu'un qui aime le terrain. La politique, il n'aime pas. Alors, en 1939, on va nommer le maréchal Pétain diplomate à l'ambassade de France en Espagne, alors que le pays est dirigé par Franco. Pétain a l'habitude des militaires. Pétain a l'habitude des fortes têtes. Et Franco est reconnu comme quelqu'un de dur. Donc, on pense, en 1939, je vous rappelle que la guerre avait déjà commencé en France, on pense qu'il fera office, en fait c'est pour le remercier. Il est en fin de vie, il est largement en fin de carrière, et comme beaucoup, on le nomme diplomate. La guerre contre les Allemands commence, on connaît la Blitzkrieg. On avait, après la guerre de 14-18, sur les conseils de Foch et de tous, établi la ligne Maginot, vous savez, le mur infranchissable qui devait empêcher les Allemands de revenir en cas de nouvelle guerre. Mais on n'avait surtout pas prévu que les Allemands fassent le tour. Quand je dis fassent le tour, c'est-à-dire qu'après avoir envahi la Pologne, après l'Anschluss avec l'Autriche, je vous rappelle que pendant l'Anschluss, il n'y a eu aucun coup de feu tiré. L'Allemagne a envahi l'Autriche sous les hurrahs de la populace.
Hitler va à ce moment-là vouloir absolument envahir l'Europe. Il sait que la ligne Maginot va être un problème, alors il va la contourner. Et ça, on ne le savait pas. Donc il passe par la Hollande, par la Belgique, il redescend par le Nord-Pas-de-Calais, et donc il n'ira jamais où est la ligne Maginot. Il va la prendre à revers. Et à ce moment-là, il rentre dans Paris, et à ce moment-là, pour la France, c'est la catastrophe. On ne sait pas comment contrer l'envahisseur allemand, et on ne sait pas comment contrer l'envahisseur Adolphe. Alors, on va revenir là-dessus, qui n'a pas grand-chose à voir, mais quand même. On sait qu'en 1939, Daladier, qui est alors au pouvoir en France, qui n'a rien à voir avec le pouvoir de Pétain, va rencontrer Adolf Hitler et va signer une espèce de charte de non-agression suite à l'envahissement de la Pologne. On ne sera pas les seuls à le faire. Hein. Je vous rappelle que Joseph Staline l'a fait aussi. On sait comment ça va finir, puisqu'après Hitler va lui faire la guerre à Saint-Pétersbourg. Mais au début, Staline et Hitler, qui ne s'apprécient pas forcément, ont signé un pacte de non-agression comme Daladier. Donc on sait parfaitement, en 1939, ce que va être la politique de la France et de l'Allemagne, surtout de l'Allemagne. Je vous rappelle que Mein Kampf est paru en 1933, que ça a été un échec libraire, mais ça a quand même été une présentation de ce qu'allait faire Hitler. C'est-à-dire que tout le monde pouvait le savoir en 1933, ça n'a intéressé personne. Daladier a voulu sauver la France, donc il a signé un pacte de non-agression avec Adolphe, ça n'a intéressé personne. La France est dans l'impasse, elle est envahie par l'Allemagne, et le 19 mai 1940, après l'invasion allemande, on considère que Pétain s'oppose à la guerre. Il pense que nous allons perdre la guerre contre les Allemands, et donc ça ne vaut pas le coup de la faire. Il est donc suivi par un certain nombre de politiques, et il devient président du Conseil en remplacement de Paul Reynaud le 16 juin 1940. Et donc, s'il est président du Conseil, ça veut dire qu'il a été nommé par l'Assemblée nationale. Contrairement à tout ce qu'on peut entendre dans les bêtises, il n'a pas pris le pouvoir par la force. Il était à la retraite, et donc il a été rappelé par les autorités françaises. Il a été rappelé d'Espagne par les autorités françaises pour prendre le pouvoir en France avec l'Assemblée nationale. Le 17 juin 1940, il appelle à cesser le combat, et il prend contact avec Adolf Hitler pour négocier une reddition. Il fait signer l'armistice le 22 juin 1940 avec le Troisième Reich à Rotonde. Vous savez, alors on va raconter des petites choses comme ça. Vous savez en fait comment ça s'est passé. En fait, Adolphe, qui était un petit militaire au moment de la Première Guerre mondiale, n'a jamais digéré en fait l'armistice et les sanctions qui ont été faites contre l'Allemagne. Et vous savez que l'armistice a été signé dans un train, enfin dans un wagon, et que ce wagon a été placé entre guillemets en exposition à côté d'un monument aux morts à la gloire des soldats de 14-18.
Et pour signer l'armistice, et pour humilier Pétain, l'État français et donc les Français, Adolf Hitler va demander à ce que cet armistice soit signé dans le même wagon. Et Adolf Hitler va refuser l'entrée de ce wagon aux journalistes et à tous les correspondants de guerre qui pourraient expliquer ce qui s'est passé dans le wagon. Et contrairement à ce que beaucoup vont dire, Adolf Hitler n'est venu qu'à ce moment-là, à Paris. Il va y passer 2 jours. Il va même échapper à un attentat à Paris et il n'y reviendra plus jamais. Adolf Hitler n'aime pas Paris. Donc, on va revenir à Pétain. Quand il signe l'armistice à Rotonde, il est un petit peu, comme tous les pays qui ont perdu une guerre, il est à la merci de l'État allemand. Et la France, à ce moment-là, voit en Pétain le sauveur de la France. Et il va le nommer le 10 juillet 1940. Il va lui donner les pleins pouvoirs à l'Assemblée, donc constituant par l'Assemblée nationale. Ça veut dire que, en fait, à ce moment-là, Pétain est investi de l'espoir et du pouvoir des Français. Ensuite, il a 84 ans. À ce moment-là, il faut le garder à l'esprit. Hein. C'est pas un genou, Pétain, en 40. Et il va commettre sa première faute politique et légale. Il va s'octroyer le titre de chef d'État. C'est un sacrilège vis-à-vis de la Constitution parce qu'on sait que le chef d'État, c'est-à-dire le président de la République, ne peut pas être le président du Conseil. Et il va garder cette fonction de chef d'État pendant les 4 ans où l'Allemagne a envahi la France et ce qu'on appelle l'occupation de l'Allemagne nazie. Seulement le problème, c'est qu'on ne peut pas installer un gouvernement dans un pays qui est envahi. Donc, Philippe Pétain va choisir Vichy pour installer ce gouvernement qu'on appellera de collaboration. Alors aujourd'hui, si on peut faire une passerelle, on pourrait dire, par exemple, que en fait, la collaboration serait un genre de gouvernement technique qui ne prend pas de décision politique, mais qui expédie les affaires courantes pour le bien des Français. Seulement voilà, Philippe Pétain, à ce moment-là, il a 84 ans et on commence à dire qu'il n'est plus, qu'il est un petit peu gâteux. Et on pense qu'il a été manipulé. Et on va le voir tout au long de ces 4 ans. Il va commencer de façon autoritaire à dire travail, famille, patrie. En gros, il va, comme il l'a appris à l'école de guerre, il va être dans l'offensive contre les Français. Travail, ça veut dire travailler pour la France, mais ça veut dire travailler aussi pour l'Allemagne. Car oui, dans travail, on pourrait par exemple inclure le STO. Pétain considère que le travail est la seule réponse que peut amener le citoyen français et non pas la citoyenne. Je vous rappelle que la femme à l'époque n'a même pas encore le droit de vote. Donc le citoyen français ne peut amener que son travail pour sauver la France.
Comme la France se relève d'une guerre 14-18 qui a été une catastrophe pour la démographie, il considère que la famille est l'arc sacré de la France. La famille, un homme, une femme, des enfants. Voilà. Sous l'égide, c'est un militaire, et les militaires français sont très empreints de religion, sous l'égide évidemment du catholicisme. Donc pour lui, la famille est la pierre angulaire qui va aider la France à remonter et peut-être s'émanciper de l'Allemagne nazie. Et il va mettre en place des choses qui nous restent aujourd'hui. Il va jeter les bases de la caisse d'allocation familiale. Il va créer la fête des mères, non pas pour glorifier en fait la mère comme un être humain, mais la mère étant la clé de voûte de la famille, puisqu'elle fait des enfants et elle les élève. Je vous rappelle qu'il est né au milieu du 19e siècle. Pour lui, la femme qui travaille, c'est un sacrilège. La femme, elle est mise au monde pour faire des enfants et les élever, et aider son mari. Donc il va engager tout le monde dans la collaboration, et il va, sous travail, famille, patrie, créer un espèce de patriotisme. Alors, beaucoup diront d'extrême droite, j'irai pas dans ce sens-là. À ce moment-là, on ne pense pas le clivage gauche-droite. En fait, il y a les patriotes et les autres. Mais dans les patriotes, nous, au XXIe siècle, on va classer, par exemple, dans les patriotes, on va classer les résistants. Mais Pétain ne peut pas considérer que la résistance est du patriotisme. Il est militaire. Il s'arroge le titre de chef de l'État. Et tout le monde sait que dans l'armée, on ne désobéit pas aux ordres. Donc pour lui, la résistance n'est pas un mouvement patriotique. Il est manipulé. Il est clairement manipulé par l'autorité allemande. Pétain est quelqu'un qui il aime la France par-dessus tout. Il a sacrifié sa vie à la France. C'est un militaire. Il a même sacrifié sa retraite. Il a 85 ans à ce moment-là. Et beaucoup diront qu'il n'a plus toute sa tête. Et les Allemands vont l'emmener sur le terrain de l'antisémitisme qui a été préparé. Je m'explique. L'antisémitisme n'est pas arrivé avec Adolf Hitler. En France, c'est faux. L'antisémitisme en France, il est extrêmement présent. Il est institutionnalisé depuis Louis XI. Louis IX. Excusez-moi, pas Louis XI. Louis IX. Il est mis sur un grand pied par Philippe IV le Bel. On considère que le juif, à l'époque de Philippe IV le Bel, est le problème de toute... Dès qu'il y a un problème en France, eh ben c'est la faute des juifs. Il va leur demander aussi de venir... Philippe IV va leur demander de participer au budget de son royaume. Il va refuser. Ils vont tous refuser. Donc il va les chasser. Et les juifs ont toujours été un problème en France. L'antisémitisme, c'est-à-dire les gens qui rejettent la population juive parce que juive, c'est-à-dire on est dans le dogme religieux. On veut faire payer au peuple juif le fait d'avoir crucifié le Christ. Donc dire que la France est antisémite depuis Pétain, c'est faux. Et il suffit de lire la propagande
sur les murs bien avant l'arrivée de Pétain au pouvoir, et on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec la représentation du peuple juif. À l'époque, on estime que les juifs sont des banquiers, des Rothschild par exemple, et c'est eux qui empêchent la France d'avancer. Les Allemands, on connaît le problème qu'a Adolf Hitler avec les Juifs. Donc les Allemands, quand ils arrivent en France, ils vont importer les solutions que eux ont contre ce peuple. Mais à savoir que le terreau antisémite en France était extrêmement présent. Et d'ailleurs, pour ceux qui pourraient encore douter, on est dans la répétition de l'histoire, notamment avec l'extrême gauche, qui a un discours antisémite qui n'a plus rien à voir avec la religion, mais qui a un discours anti-Israël qui est prégnant. On a vu là dernièrement ce prédicateur islamiste plaider pour le djihad en France. Donc, on est quand même dans un terreau qui est très important. Et il va être manipulé par les Allemands. Il est... comment dire ? Philippe Pétain, il est élevé par une famille qui est profondément française, profondément catholique. Il faut savoir que Philippe Pétain est ancré à Cauchy, à la Tour, depuis le XVIIIe siècle. La famille Pétain, à partir de ce moment-là, a ce qu'on appelle, fait partie de la grande bourgeoisie. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve les prénoms qui ont été apposés sur l'acte de naissance de Philippe Pétain, qui sont Henri, Philippe, Benoni, Omer et Joseph. C'est Pétain qui va choisir Philippe. Mais je vous ai donné là, en fait, tous les prénoms qu'il porte. Philippe Pétain, il a été élevé à la dure. Il perd sa mère et quand son père se remarie, la belle-mère est un petit peu sur le modèle de Folcoche. Folcoche, Vipère au point, Hervé Bazin, pour ceux qui ne connaissent pas. Il est donc délaissé par la belle-mère, et je vous rappelle que lui, dans son programme, c'est la mère ou la femme du mari qui élève, qui prend soin des enfants. Le père, en fait, n'a que le rôle de géniteur. C'est le pouvoir suprême de la famille, mais celle qui tient vraiment le pouvoir, c'est la mère. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, en fait, être élevé à la dure. Sa grand-mère va lui apprendre à lire. Il a de bonnes notions de mathématiques et de géométrie. Il sert quotidiennement la grande messe. Pour vous dire, en fait, dans quel état il est. Donc, il ne peut pas aimer les Juifs. Il est enfant de cœur à la messe quotidienne. Il a été formé pour défendre l'étendard de Jésus-Christ. On aurait été au XIIe ou au XIIIe siècle, Pétain aurait été un chef de croisade. Il est marqué vraiment par la défaite de la France contre l'Allemagne en 1870. Il va faire toute sa carrière active de colonel contre l'État allemand. Pour lui, 14-18 est une gifle, 39-45 doit être sa réponse à lui en tant qu'homme, avec tout l'égocentrisme qu'il peut mettre. C'est une gifle qu'il doit donner aux Allemands. Et donc Pétain le vit mal, le fait que la France ait perdu la guerre avant de l'avoir commencé. Quand les Allemands vont lui donner un rôle
parce que c'est les Allemands qui lui donnent le rôle. C'est pas les Français. L'Assemblée nationale, elle a plus de pouvoir à l'époque. Enfin, elle a des pouvoirs qui sont... comment dire, elle a des pouvoirs qui lui sont conférés par la France, mais la France étant occupée, est-ce qu'elle a autant de pouvoir que ça? On ne sait pas. Donc, il est bouffé par le collaborationnisme. Et tous les hommes politiques qui vont entourer Philippe Pétain, même s'ils ne le comprennent pas forcément, vont être bouffés par la collaboration. Mais Philippe Pétain, qui est un militaire, est aussi un humaniste. Donc, il pense que faire la guerre pour faire la guerre et tuer des hommes, eh ben, ça ne va pas servir, en fait, l'ambition de cet homme et surtout l'ambition du pays. Donc, qu'est-ce qu'il se passe quand l'Allemagne lui donne un certain nombre de... Comment dire, quand l'Allemagne va lui donner tous les pouvoirs, il pense, il a 85 ans, 86 ans, 87 ans, 88 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, on donnerait le pouvoir total à un homme de 88 ans? On a un petit peu une réponse, par exemple, aujourd'hui Philippe Barnier en a 74 et on pense que c'est ses dernières cartouches. Vous voyez le truc? Et à l'époque, 88 ans, c'est très vieux. On le sait tous, hein, les gens qui ont mon âge, nos grands-parents nous paraissaient très vieux par rapport aux grands-parents d'aujourd'hui. Et comme Philippe Pétain a été élevé par un objectif qui va vous paraître aujourd'hui insignifiant, son grand truc, c'est par le feu qu'il faut détruire l'objectif, c'est par le feu qu'il faut s'emparer de l'objectif. N'oubliez jamais que le feu tue. Il est jusqu'au boutiste. Et il va bien avoir à l'esprit ce jusqu'au boutisme quand il va mettre en place l'épuration ethnique que va lui demander l'occupation nazie. Mais, et on va remettre les pendules à l'heure justement là-dessus aussi, c'est que l'occupation nazie a demandé l'épuration ethnique à tous les pays voisins qu'ils avaient envahis et à tous les pays amis. À noter, le grand moufti de Jérusalem, qui à l'époque est musulmane, Jérusalem n'appartient plus autant aux Juifs qu'elle l'appartenait aujourd'hui. Le grand moufti de Jérusalem va signer un pacte avec Adolf Hitler pour dire je vous enverrai tous les Juifs qui restent sur mon territoire, la Palestine. Donc, il n'a pas demandé qu'à Philippe Pétain. Et alors, Pétain, qui est un grand amoureux quand même de la France, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est quand même un amoureux de la France, il va se dire, comme bon militaire qu'il est, si je sacrifie la reine, je garderai mon jeu. Vous savez que le sacrifice de la reine, c'est la stratégie la plus connue des échecs. On sacrifie la pièce qui a le plus de pouvoir pour sauver le maximum de personnes. Et bien, c'est là-dessus que va partir Pétain. Et c'est là que l'immonde se produit. C'est-à-dire que Pétain va demander à la police française d'arrêter des juifs français et autres. Parce que, évidemment, beaucoup de juifs se sont réfugiés en France au moment de l'arrivée du nazisme en Allemagne. Et donc d'arrêter donc ces juifs et de les livrer à l'autorité allemande.
On a tous dans la tête la rafle du Veldiv, qui est la plus connue en France, où on a pris les Juifs de Paris et on les a enfermés dans un stade, le Veldiv, qui était un vélodrome, pour les envoyer dans les camps en Allemagne. Par contre, savez-vous qu'il y a des camps de concentration? Je dis pas d'extermination, je dis de concentration en France, car l'État français et le peuple français a été à collaborer. Ça ira plus vite. Donc, Pétain, en fait, qui n'est pas plus antisémite que les autres Français, a quand même, lui, mis en place ça. Et quand on va considérer, parce que à partir du moment où on va arriver sur le procès, alors, je vais vous lire en fait je vais vous lire l'acte d'accusation. Alors, pas complet, hein, évidemment. Il va s'entourer de gens qui sont problématiques. Hein. Mais il faut savoir que quand Pétain est ministre de la guerre, il a déjà des problèmes avec la France. Pétain est un militaire, ce n'est pas un gestionnaire. Pétain ne sait pas s'entourer de politique. Et donc, il va poser un certain nombre de problèmes à Doumergue, quand il va être ministre. Il va poser un certain nombre de problèmes à Louis Naou, et il va évidemment poser un certain nombre de problèmes à Pierre Laval. Ça doit vous dire quelque chose, Pierre Laval. Pierre Laval qui, en 1935, était chef du gouvernement. Donc, je vous rappelle quand même que Laval va être pris dans le procès de Philippe Pétain. Donc, tout ça pour vous dire, en gros, sans revenir sur les détails, on ne va pas passer sur toutes les dates, etc. C'est pour vous dire que tout ce que nous a amené Pétain à Vichy existe depuis bien avant 1940. Et quand en 1935, Pétain pose trop de problèmes, notamment avec les dépenses de guerre, le feu, rien que le feu pour le feu, eh bien, on va éloigner Pétain et on va le mettre en Espagne. Donc, quand il revient en France, il prend exactement la même équipe. Et depuis 1935, il va choisir des gens qui, vont le soutenir dans son feu, pour le feu, rien que le feu. En fait, il est, lui, constamment, jusqu'au moment où il a les pleins pouvoirs, il plaide avec toute son équipe, dont Pierre Laval, il met en place, notamment même à l'Institut des études politiques, hein, le fameux IEP, qui a été rebaptisé Sciences Po, donc à l'école libre des sciences politiques en 1938, il met un cycle d'études en place où il est invité pour parler sur la doctrine militaire du feu. Donc pour lui, en fait, il combat, en gros, le mal par le mal. Et ça va nous poser un certain nombre de problèmes. On va ensuite, quand va se passer les événements qu'on connaît, le débarquement en Normandie, le débarquement en Provence, où on prend les forces allemandes et on les repousse, à ce moment-là, Pétain, lui, sait pertinemment qu'on va lui enlever
ses pouvoirs. Parce que lui, qui a été à l'origine de l'armistice, parce qu'il estimait que la France n'était pas capable de combattre, comment pouvait-il décemment soutenir les forces américaines et les forces françaises de la France libre sur une offensive contre l'Allemagne? Bien sûr qu'il n'aime pas les Allemands, mais il est chef d'un gouvernement où les Allemands l'ont placé. Donc il est pris entre deux feux. Et à ce moment-là, il a quand même un discours qui, le 20 juin 1940, va jeter les prémices de ce qu'il appelle l'esprit de jouissance. L'esprit de jouissance, il le fustige. Il estime qu'on ne peut pas se repaître de ce qu'ont fait les Allemands en France. Donc il veut, c'est pour ça qu'il met par exemple travail, famille, patrie, il va donc arriver à créer, si vous voulez, un patriotisme. Et quand je parle de patriotisme, je parle de gens qui sont utiles à la France de Pétain, et non pas utiles à la France tout court. C'est un militaire, il va gérer en militaire, et on pense qu'il va commencer à perdre la tête. Et on sait très bien que pendant qu'il est à Vichy, beaucoup de gens vont profiter du fait qu'il ait le pouvoir. Mais il faut quand même savoir, c'est que le pouvoir de Vichy est un pouvoir fantoche. Les Allemands ont envahi la moitié de la France. Mais petit à petit, ils vont grignoter cette moitié pour envahir la plupart de la France. Vichy ne va être que l'expédient français qui va permettre à l'Allemagne d'envahir la France. Donc, quand les Allemands perdent la guerre et qu'on va décider de trouver des responsables, il faut trouver des responsables au fait que la France ait été battue par l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on a des gens qui sont prédestinés. Pétain, qui s'est arrogé le rôle de chef de l'État, qui a mis en place une politique antisémite, qui a livré des Juifs aux Allemands, c'est le... Comment dire? C'est le coupable idéal. Alors on va faire un grand procès. Et on va faire un grand procès pour... C'est ça, moi, qui me dérange, en fait, dans le procès Pétain, et qui va déranger énormément de juristes et d'historiens, comme aujourd'hui les historiens, d'ailleurs, sont dérangés par le fait qu'on ait décapité Louis XVI et Marie-Antoinette. Beaucoup d'historiens sont dérangés par la politique de Napoléon Bonaparte ou la politique de Louis XIV. Eh bien, en fait, à chaque étape, la France a besoin d'un coupable parfait. Et on a pris un petit vieux. Il est limite grammataire, il va apparaître à son procès de façon très abattue, il marche avec une canne, et l'avocat général va instruire à charge contre Pétain en l'estimant responsable de tout, parce que c'était plus simple pour l'État français de tout mettre sur sa tête plutôt que d'aller chercher les vrais coupables. Et les vrais coupables, on les connaît tous. Je vous rappelle qu'il y a la Légion française. La Légion française, à ne pas confondre avec la Légion étrangère. La Légion française est un organisme militaire qui a prêté allégeance à Hitler.
D'ailleurs, le chef Léon Gauthier a été formé à la Waffen et a donné allégeance à l'Allemagne. On a aujourd'hui la preuve que énormément de Français... Vous savez, il y a quelque chose qui est très drôle, et c'est Coluche qui l'a dit, au début de la guerre, il n'y avait pas de résistants, au milieu de la guerre, il n'y avait pas beaucoup de résistants, et à la fin de la guerre, tout le monde était résistant. Ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé en France. Au début de la guerre, il y avait des antisémites. Au milieu de la guerre, l'État français a collaboré avec l'Allemagne, mais à la fin de la guerre, tout le monde était résistant. On va prendre un petit exemple pour dédramatiser les choses. Tout le monde connaît l'histoire d'Arletty. Arletty, c'est atmosphère. Bon. Arletty qui est, à l'époque, avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, la star française du cinématographe. Arletty va tomber amoureuse d'un Allemand, un officier de la Wehrmacht, et on va continuer à lui donner des rôles, parce qu'on a peur de l'Allemand. Et puis quand on gagne la guerre contre les Allemands grâce aux Américains et aux Alliés, à ce moment-là, on va aller dire à Arletty, c'est pas bien ce que vous avez fait, et on va l'emprisonner et on va arrêter sa carrière. Mais elle va dire une chose, elle va dire, moi ce qui m'intéressait, c'était l'humain, j'étais amoureuse de l'humain, j'étais pas amoureuse de l'allemand. Et ben c'est la même genre de défense que va avoir Philippe Pétain. Philippe Pétain, il n'était pas là pour les Allemands, dans sa tête, il était là pour les Français. Et quand je dis qu'il est un bouc émissaire, c'est qu'il est le bouc émissaire de ceux qui l'ont manipulé, pour qu'il puisse penser ça, pour qu'il puisse penser que ça pouvait servir l'État français de dénoncer les Juifs. On va considérer à la fin du procès que Pétain est trop vieux pour effectuer sa peine de prison. On va l'enfermer à l'Île-Dieu où il va mourir. Mais Pétain reste problématique pour l'histoire parce que autant on a condamné l'homme, autant on continue à célébrer son œuvre. Aujourd'hui, la fête des mères est une fête incontournable en France. On fait même faire à l'école des cadeaux pour la fête des mères. Et la fête des mères, c'est travail, famille, patrie. En France, aujourd'hui, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, est un pilier de la politique familiale française. Sans la CAF, on sait que beaucoup vont crever de faim. Et ça, on l'hérite du gouvernement de Philippe Pétain. Mais on hérite encore plus de sa pensée. On va revenir sur une date, le 19 février 1973. Donc vous voyez, on est déjà... La guerre est digérée. Il y a eu la loi de 1955 de De Gaulle qui pardonne à la collaboration. Oui, l'État français a fait une loi qui permet de pardonner la collaboration aux Français. C'est un petit peu drôle parce que les Français se pardonnent entre eux, vous voyez. Mais on essaye d'aller plus loin. L'avocat Tixier-Vignancourt, qui est le premier, avec Jean-Marie Le Pen, mais un petit peu avant lui, à vouloir créer un parti d'extrême droite autre
que le royaliste, jette les prémices du FN. Et il demande à ses sbires d'aller capturer le maréchal Pétain, le ramener en métropole et obliger Pompidou à réhabiliter Pétain comme le héros qu'il est à la Première Guerre mondiale. Parce qu'on ne peut pas nier son rôle à Pétain dans la Première Guerre mondiale, mais aussi, en fait, refaire le procès sans le dire. Donc, effectivement, ils déterrent le cercueil de Pétain, ils le ramènent en France, ils obligent Pompidou, et évidemment que rien ne s'est passé. On reprend la dépouille de Pétain, on le met dans un sarcophage en ciment, dans sa tombe, et on scelle sa tombe pour éviter qu'un petit malin aille récupérer son cercueil. Et aujourd'hui, Pétain, le pétainisme, qui est un symbole pour beaucoup, notamment sur les jeunes qui ne connaissent pas l'histoire de Pétain, de l'extrême droite, en fait, vont en faire une espèce de... en refont un bouc émissaire, en expliquant le pétainisme c'est mal. Alors qu'on sait, par exemple, que le communisme, l'extrême gauche, a fait pire que Pétain. Donc, est-ce qu'on doit se débarrasser d'une idée, d'une idéologie pour en prendre une autre? J'en suis pas aussi sûr. On a vu que Pétain n'est pas le personnage que beaucoup décrivent. Effectivement, il a tué des Français. Enfin, il a fait tuer des Français. Mais il a fait tuer des Français pendant les guerres, il a fait tuer des Français pendant... je vous rappelle que plus on fait tuer notamment d'étrangers, et plus on considère que l'homme de guerre est un héros. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, Pétain serait un héros? On ne le sait pas. Et même s'il a été déchu de tous ses titres, pourquoi continue-t-on à l'appeler le maréchal Pétain? Puisque normalement on devrait l'appeler que Philippe Pétain. Autant de questions qui ne peuvent pas être, qui sont des questions politiques et on ne peut pas y répondre comme ça. Je pense qu'on ne doit pas juger l'histoire avec nos yeux contemporains, mais se remettre au niveau de la vision d'époque. Et personnellement, je ne porte aucune... je ne donne pas mon avis sur l'histoire.